Salut à tous. Alors, vous allez voir, c'est un exercice qui est pas forcément très compliqué, mais je pense qu'il va quand même être assez long parce qu'il y a pas mal d'étapes de calcul et c'est ça qui fait que c'est un exercice d'oral de l'ENS. Donc l'énoncé est le suivant, trouver tous les groupes finis tels que l'identité soit le seul automorphisme. Alors avant de commencer la correction, la petite stat de la semaine, c'est que la semaine dernière, vous étiez 67% à ne pas être abonné et à quand même regarder les vidéos. Cette semaine, vous êtes encore 66%, donc c'est un petit peu baissé, mais c'est pas encore ça, donc j'ai qu'un un mot à dire, en fait deux mots. Abonnez-vous. Ça serait bien qu'on passe en dessous de 50%. Donc tant qu'on n'est pas en dessous de 50, je pense que je commencerai mes vidéos comme ça. Allez maintenant, trêve de bavardage, commençons la correction. Alors, mon point de départ, c'est de me dire, si j'ai un groupe, donc je vais noter G, ce groupe, hein, qu'est-ce que je connais comme automorphisme? Ça peut être l'inverse, puis après, si je réfléchis, en fait, l'inverse, faut qu'il soit commutatif. Ok, donc s'il n'est pas commutatif, qu'est-ce que je connais comme automorphisme? Eh bien, un qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. C'est-à-dire que je prends A, un élément du groupe, et je vais considérer l'automorphisme que j'ai noté phi de A de G dans G qui a X associé à X à moins 1. C'est bien un automorphisme parce que si je fais phi A de X facteur de phi A de Y, ça fait AX à moins 1, AY à moins 1. Donc les A et les A moins 1 au milieu se simplifient, il reste AXY à moins 1, ce qui fait phi A de XY. Si vous n'arrivez pas à le faire de tête, écrivez-le, mais vous allez voir, c'est assez simple. C'est bien un automorphisme parce que tout simplement, sa réciproque, c'est phi de A-1, ou donc A-1, c'est l'inverse de A. Et donc, vu qu'on sait trouver un inverse, bah, c'est clair que c'est un automorphisme. On sait que c'est l'identité. Or, bah, si je prends un x quelconque, ça veut dire que phi A de x, c'est d'une part ax à moins 1 et d'autre part x. Ce qui veut dire que on a ax à moins 1 égale x, et si on passe le a-1 de l'autre côté, ça veut dire que ax égale xa. Le a qu'on a pris, bah, il est quelconque pour définir l'automorphisme. Le x qu'on a pris, il est quelconque de G. Ce qui veut dire que le groupe G est abélien. G est commutatif. On peut utiliser les deux termes. C'est notre première conclusion. Si vous vous rappelez ce que j'ai raconté au début, un autre automorphisme connu une fois que c'est abélien, c'est l'inverse. Donc on va considérer psi de G dans G qui a x associe x moins 1. C'est bien un automorphisme de groupe parce que psi de AB c'est AB-1, AB-1 c'est B-1 à moins 1, et B-1 à moins 1, vu qu'il est commutatif, c'est A-1, B-1, et donc c'est psi de A, psi de B. Et il est bien bijectif, tout simplement parce que psi rond psi, ça fait l'identité. Mais or ici, on sait par hypothèse que psi c'est l'identité. Donc ça veut dire que psi de x c'est à la fois x moins 1 et aussi x. Donc on a x égale x moins 1. Et donc x carré égale e en multipliant par x de chaque côté. Et donc ça veut dire qu'on a une seconde conclusion, c'est que tout élément est d'ordre au plus 2. Maintenant, on va montrer que en fait, ce groupe, il est de cardinal de la forme 2 puissance n. Donc le cardinal de G est une puissance de 2. On prend x1, xn des générateurs de G. Ça veut dire que tout élément de G s'écrit produit de i égale 1 n des xi puissance epsilon i, avec epsilon i qui appartient à 0 ou 1. Tout simplement parce que, vu que tout élément est d'ordre au plus 2, bah, à chaque fois on retourne sur le neutre. Donc du carré c'est le neutre, du cube c'est le nombre de, c'est l'élément de base, etc. Maintenant, on va montrer que si cette écriture n'est pas unique, alors on peut enlever un des générateurs. Donc si on a un produit des xi puissance epsilon i égale produit des xi puissance epsilon prime i avec le vecteur des epsilon i qui est différent, alors il existe un indice i dans un n tel que epsilon i soit différent de epsilon prime i. Et vu que les epsilon i c'est soit 0 soit 1, on peut supposer, quitte à échanger les deux expressions, que epsilon prime i c'est 1 et que epsilon i c'est 0. J'ai oublié un a. On a alors, en isolant le terme xi, eh bien xi égale, et ce xi en fait c'est xi puissance epsilon prime i moins epsilon i, c'est-à-dire puissance 1 moins 0, donc puissance 1, donc xi. Eh bien, c'est le produit de k égale 1 à n pour k différent de i, de xk puissance epsilon k moins epsilon prime k. C'est-à-dire que, vu que c'est commutatif, on peut faire une sorte de division et remettre dans le bon sens, et etc. Et du coup,
ce terme-là, c'est comme si on le divisait par ce terme-là. En fait, on multiplie surtout par l'inverse, puisque c'est ça dans notre groupe. Et donc, on se retrouve avec du epsilon i moins du epsilon prime i. Et le i était déjà pris, donc j'ai mis des k un peu partout. Donc, on a ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que xi, il est dans le... sans rentrer dans les espaces vectoriels, mais il est, entre guillemets, dans le vect des xk. Mais autrement dit, moi j'ai envie de le dire comme ça, ce xk, ce xi en fait, hein, j'ai noté xk, mais c'est bien xi, il est inutile. Il est inutile, ce qui veut dire que, en fait, on peut se ramener à x1, xn sans le xk en tant que générateur. Puis on fait ça jusqu'à ce que l'écriture soit unique. Et ça veut dire qu'elle est unique pour tout x. Parce que sinon, si on a un x pour lequel l'écriture n'est pas unique, eh bien, on pourrait faire la même opération et montrer que ce xi est dans le vect des autres éléments. Donc, maintenant, un élément, il s'écrit produit de i égale 1 des xi puissance epsilon i de manière unique. Si on fait un petit peu de dénombrement, eh bien, le cardinal de g, c'est 2 puissance n, tout simplement parce que pour chacun des xi, on a deux choix. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois. Le cardinal de g, c'est 2 puissance n. En tout cas, c'est une puissance de 2. Et le n, c'est pas forcément le même que celui que j'ai défini avec mes n générateurs, parce que potentiellement, je l'ai réduit. Hein. C'est potentiellement un n', mais ce qui compte, c'est que c'est une puissance de 2. Donc, troisième conclusion, on a montré au début qu'il était abélien, que tout élément est d'ordre au plus 2, et en fait, quand on a un groupe pour lequel tout élément est d'ordre au plus 2, il est cardinal de puissance n. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir arriver sur notre conclusion finale et la caractérisation de notre groupe qui va bien. Maintenant, on va supposer que le cardinal de G est plus grand que 2, et on va considérer l'automorphisme suivant. On a débloqué un nouveau, plus on avance, plus on est capable d'exhiber de nouveaux automorphismes. C'est l'automorphisme f de G dans G, donc, qui en fait envoie x1 sur x2 et x2 sur x1. Donc si on l'écrit mathématiquement, ça donne ça, et qui ne change pas les autres générateurs. Donc ça veut dire qu'un terme, il s'écrit comme ça. On aurait pu définir cet automorphisme par un ensemble de générateurs en disant j'envoie x1 sur x2, x2 sur x1, et si i supérieur à 3, xi sur xi, il aurait été bien défini, si on définit un endomorphisme par ces générateurs. Mais j'ai voulu vous donner l'expression, j'ai trouvé ça sympa aussi. Ce qui se passe, c'est que c'est un automorphisme parce qu'il est involutif. Si je fais f rond f, je retourne sur l'identité. Or, par définition, f, c'est l'identité, sauf qu'il est différent de l'identité, puisque j'ai changé x1, x2. Qu'est-ce qu'on conclut à ça? C'est que c'est pas possible qu'il y ait deux générateurs, donc il y a au plus un générateur. Donc ça veut dire que le cardinal de G est au plus 2. Donc les groupes possibles, c'est soit le groupe réduit au neutre, à isomorphisme près, soit c'est z sur 2z à isomorphisme près. C'est le z sur 2z, vous pouvez vérifier. C'est le seul groupe de cardinal 2. Avant de terminer, petit élément en plus, si le groupe était infini, tout le raisonnement du début, il fonctionne. Il y a juste cette étape-là qui va pas marcher directement, cette écriture unique avec des générateurs. Mais en utilisant, vous en avez sûrement entendu parler, le fameux axiome du choix, on peut en fait revenir à l'existence de cette écriture unique en munissant G d'une structure de Z sur 2Z espace vectoriel. On a l'existence d'une base d'après l'axiome du choix. Et en fait, on arrive à nouveau à cette étape-là. Parce que cet automorphisme, on peut à nouveau le considérer. Et à la fin, on arrive quand même à la même conclusion. C'est juste que l'axiome du choix, normalement, n'est pas au programme. Mais tout le monde en entend parler en prépa. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cet exercice vous a plu. Je suis peut-être allé un peu vite sur certaines étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.